Merci Stéphane et bonjour à tous. Et c'est en effet Éric Ciotti qu'on reçoit, évidemment député LR des Alpes-Maritimes, un des lieutenants, on peut dire comme ça, de la candidate Valérie Pécresse. Et justement, première question, Éric Ciotti. Rachida Dati, dans le Figaro, estime que Valérie Pécresse doit, je cite, améliorer ses propositions sur la justice, sur l'école, sur l'immigration, sur le logement. Ce ne sont pas des petits sujets. Il est nécessaire d'améliorer, c'est-à-dire... Il est toujours nécessaire dans une campagne d'enrichir un projet. C'est ce que nous faisons au quotidien. Plus l'échéance approche, un projet il n'est pas figé, mais je note dans cette interview la mobilisation de Rachida Dati, sa conviction que Valérie Pécresse va installer le duel avec Emmanuel Macron. C'est le seul duel qui vaille, parce que la réalité, quelle est-elle? Seule Valérie Pécresse peut battre Emmanuel Macron. Donc, nous sommes mobilisés. Valérie Pécresse l'est activement. Elle est ce matin sur le porte-avions Charles de Gaulle. Elle est en Corse ensuite. Je serai personnellement à Mulhouse ce soir. Donc, on est mobilisés, on travaille sur le projet, tout le monde tire dans le même sens. Ou d'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on peut lire cette interview, vous le savez très bien, de deux façons. Effectivement, elle est impliquée, Rachida Dati, c'est plutôt son tempérament quand elle le souhaite, mais elle est aussi critique. Fleur est mouchetée, mais elle est critique. Elle explique, pour l'emporter, il ne suffit pas d'aligner des postures technocratiques. Et par ailleurs, elle ajoute, le projet doit comporter une part de nouveauté, une part de transgression. Donc, on lit en filigrane que le projet de Valérie Pécresse, il est trop lisse, il est trop classique, il est trop sage. Je ne crois pas. Bien sûr, il faut de la transgression. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. J'ai mené personnellement au Congrès une campagne de transgression. Je crois qu'on est arrivé à un niveau de gravité, de dégradation de la situation du pays, qu'il faut avoir le courage d'une réforme, d'une rupture très forte. Donc vous êtes d'accord avec Rachida Dati? Je me retrouve dans le projet sur lequel nous travaillons activement, qui évolue, de Valérie Pécresse. Il y a ces mesures. Je prends un seul exemple. J'ai été celui qui a introduit le débat sur les droits de succession, sur l'impôt sur la mort, pour le supprimer au Congrès. J'étais le premier en septembre à poser ce débat. Tout le monde y vient. Pas. On se souvient très bien de votre proposition. Quasiment. Il y a une évolution très importante, puisque 95% des Français ne paieront plus de droits de succession. Et il y a un élargissement. Ne le paient déjà plus. Ça veut dire que si ce chiffre est exact, ça reste à vérifier. Il y a 10% de familles, ce qui est considérable, qui aujourd'hui voient un prélèvement quasi confiscatoire jusqu'à 45%. Lorsqu'on a travaillé toute une vie dans un pays qui a déjà le record du monde des impôts, des prélèvements obligatoires, où on paie les charges et les impôts les plus lourds, où on est taxé tout au long de la vie, et lorsqu'il faut transmettre un patrimoine à ses enfants, on est prélevé jusqu'à 45%, c'est une forme de double peine. Valérie Pécresse a repris une part très importante de mes propositions, et donc il y a une rupture sur ce sujet. Je prends cet exemple, il y en a d'autres. Éric Ciotti, vous disiez pendant votre campagne des primaires, moi je ne veux pas faire d'eau tiède. Je ne veux pas faire d'eau tiède. Transgresser, comme le souhaite Rachida Dati, et si elle le dit, c'est qu'elle n'y trouve pas son compte. Transgresser, c'est le créneau d'Éric Zemmour. Transgresser, c'est enfreindre les lois et comment dirais-je, aller au-delà de l'ordre établi. Aujourd'hui, il le fait. Il l'a parfaitement assumé hier soir sur LCI dans l'émission Mission Convaincre. Il l'a revendiqué. Je ne suis pas un homme politique comme les autres. Je clive. C'est nécessaire pour le débat démocratique et il n'a pas peur de transgresser. Par exemple, il veut introduire dans le droit la notion de défense excusable. Et dit-il, avec cette protection juridique, les commerçants, les braqués, les citoyens cambriolés et les policiers en danger auront enfin le droit de riposter aux voyous. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa proposition? C'est dans le programme de Valérie Pécresse. Et c'était d'ailleurs avant qu'Éric Zemmour n'en parle. Elle propose notamment d'élargir les conditions de la légitime défense pour une personne qui subit une intrusion dans son domicile. Aujourd'hui, ces conditions sont établies pour la nuit. On propose de l'élargir à la journée. Donc il y a un élargissement des conditions de la légitime défense.
il y a également une évolution sur la proportionnalité de la réponse. Précisément, donc, sur ce sujet, vous savez, on n'a pas de... Est-ce que vous avez la même proposition qu'Éric Zemmour? On ne l'a pas entendu. La défense excusable, qui est une évolution du droit, qui est autorisée, d'ailleurs. Madame Artichou, qui va au-delà de la légitime défense. Je ne me réfère pas à ce que disent les uns ou les autres. Notre programme, il n'est pas fait par rapport à Éric Zemmour, par rapport à Emmanuel Macron, par rapport à Madame Le Pen. Il est fait pour la France. Il est fait pour réformer un pays qui chute, qui sombre, qui décline, où la violence augmente fortement, où l'immigration atteint des records, où les chiffres économiques sont les plus mauvais d'Europe. Donc il y a ce moment où l'histoire hésite et où nous devons engager le sursaut. Donc la différence avec Éric Zemmour, c'est qu'on a un projet de responsabilité au-delà du constat. Je vous ai répondu. On a une mesure de légitime défense. Vous souhaitez aller au-delà de la légitime défense. Vous souhaitez élargir la légitime défense. On souhaite l'élargir. Il y a des textes. Est-ce que la défense excusable telle que le propose Éric Zemmour, oui ou non, c'est la même proposition? Moi, je suis pas pour la loi du talion. C'est pas la même proposition. J'ai été de ceux à l'Assemblée nationale qui ont fait évoluer les conditions de la légitime défense pour les policiers notamment. En cas de périple meurtrier, vous savez que la loi a évolué après les attentats de Charlie Hebdo pour qu'un policier puisse interrompre le périple meurtrier d'un terroriste, par exemple. Et là, il y avait une question, en termes juridiques, sur la proportionnalité ou sur la simultanéité. Donc, la loi a déjà évolué. On propose qu'elle évolue encore. Mais pas jusqu'à la défense excusable d'Éric Zemmour. Vous n'allez pas Je ne sais pas ce que relève ce concept. Nous, on a notre idée pour faire en sorte que, notamment la question de proportionnalité, soit changée. Parce qu'aujourd'hui, quand on est attaqué avec une arme, un policier, par exemple, qui est attaqué sans arme, il y a la question comment il réplique. Voilà, si quelqu'un l'attaque, quand il n'a pas son arme sur lui, si vous voulez dire. Il a une arme et il est agressé par quelqu'un qui n'en a pas, par exemple. Ah pardon, c'est l'inverse. Ouais. Est-ce qu'il peut utiliser son arme ou pas? Voilà, nous disons il faut que ça évolue sur ce sujet. Vous avez bien fait de rectifier. Est-ce qu'Éric Zemmour est dangereux? Il fait partie du débat démocratique. Moi, chacun peut s'exprimer. On a des oppositions. C'est la démocratie. Voilà, c'est un candidat. S'il est candidat, il participe au débat démocratique. Alors, il faudrait vous entendre quand même, Éric Ciotti. Non, pas Éric Zemmour. Pas. Éric Zemmour est quelqu'un de dangereux. Fini de rigoler si on ne le dit pas, qui va le faire? Les porte-parole de Valérie Pécresse hier qui disait ça. Chacun ses mots. En tout cas, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de réponse, globale, adaptée dans le programme d'Éric Zemmour. Je le dis aujourd'hui très clairement, le programme crédible, responsable, l'équipe, le projet qui participe au redressement de la France, il est chez Valérie Pécresse. Mais vous n'êtes pas tous d'accord. Hier, on a cru comprendre que d'Éric Zemmour, il y a passer la quatrième, si on peut dire, face à Éric Zemmour. Il y a des gens dangereux. Il y a des gens dangereux autour d'Éric Zemmour, très clairement. Voilà. Il y a des gens dangereux autour d'Éric Zemmour, mais contrairement à Florence Portelli, vous ne dites pas Éric Zemmour est dangereux. C'est important parce que, si vous voulez, il y a comme une forme de flou autour de la position de Valérie Pécresse. Moi, vous n'êtes pas d'accord avec j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, je dis il y a des gens dangereux autour d'Éric Zemmour. Je pense par exemple à Monsieur Rieu qui diffuse qui diffuse des thèmes totalement fantaisistes, du RN à Zemmour il y a une quinzaine avec de jours, beaucoup de désinformation. Moi, dans cette campagne, le sortant, c'est Emmanuel Macron. Mon adversaire, c'est Emmanuel Macron. Si on veut redresser le pays, il faut interrompre le bail qui dure depuis 10 ans de M. Macron. Je dis bien 10 ans, puisqu'il en a fait 5 aux côtés de François Hollande. Tour, comme on vous le répète souvent. Et il y a Marine Le Pen et Éric Zemmour sur l'objectif, c'est battre Emmanuel Macron pour redresser le pays et pour éviter qu'il ne poursuive sa politique immobile. Pour arriver à être confronté à Emmanuel Macron, il faut en effet être au second tour. Et il faut avoir des idées claires, des idées fortes, qui répondent aux attentes des Français. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ma campagne personnelle lors du Congrès, qui m'a permis d'obtenir 40% des suffrages au second tour. Et c'est ce que je veux amener à Valérie Pécresse, en évoquant les vrais sujets et en ne nous dispersant pas. Des idées claires. Sur la sécurité, Valérie Pécresse, elle est dure ou elle est humaniste?
elle incarne la restauration nécessaire de l'autorité. Donc je sens chez elle de la fermeté, une fermeté qu'elle a exprimée d'ailleurs dans des actes. Très bien. Non, je ne sais pas très bien si parfois elle est humaniste, on ne peut pas tout lui reprocher. C'est une femme d'autorité. Elle a démontré à la tête de la région Île-de-France, en aidant d'ailleurs très concrètement les policiers, en finançant aussi des établissements pénitentiaires. Donc c'est quelqu'un, je la connais depuis longtemps, et je ne l'ai jamais vue faiblir sur les questions d'autorité. Et là-dessus, elle a une conviction qui est totale et qui est solide. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de flou, il n'y a pas de déséquilibre. Non, il n'y a pas de... parce qu'elle fait du en même temps, dans le fond. Non, il n'y a pas... du en même temps. Absolument pas. Il n'y a pas de en même temps. Vous avez raison, vous aviez des positions beaucoup plus tranchées. Le en même temps, il est chez Emmanuel Macron. Mais le en même temps, c'est l'impuissance. Je crois que son programme sur la sécurité, il y avait d'ailleurs peu de différence entre son programme et le mien. Si vous le lisez au-delà des mots, dans le détail, dans les conceptions profondes, dans les mesures juridiques, on est en phase sur les questions. Il y a peut-être plus de nuances sur l'économie, sur la fiscalité, j'en conviens, mais après, c'est elle qui a gagné. Donc, on est en train de faire ce projet global qui répond à toutes les problématiques, mais sur le régalien, sincèrement, je ne sens pas de regard différent entre nous sur ces sujets. Sur les immigrés, pour bloquer les flux migratoires, est-ce qu'il faut construire des murs aux frontières extérieures de l'Europe? C'est ce que disent 16 pays de l'Union européenne. 16 pays de l'Union européenne qui se sont réunis il y a un peu plus de 2 semaines à Vilnius. La France s'y oppose. Monsieur Macron s'y oppose. Donc dites-vous, vous êtes pour... Il faut construire des murs. Il faut protéger nos frontières externes. Il faut construire par des murs. Si ça passe par des murs, c'est les pays qui le demandent. Au cas par cas, il y a des situations, on ne va pas mettre des murs partout, mais il y a des points de passage qui méritent... Des murs avec des portes, comme disait Clément Beaune qui méritent d'être protégés. Donc il y a ce qu'on appelle les points de passage... C'est des murs avec des trous. Ce qu'on appelle les points de passage autorisés, ça veut dire qu'à l'exception de ces points de passage, il faut fermer nos frontières. C'est pas moi qui le dis, c'est pas nous qui le disons. On voit la naïveté de ce pouvoir, où M. Macron, hier soir, va à Tourcoing faire de la communication, il s'invite à une réunion des ministres. Est-ce qu'il est ministre? Tout ça il est président, sur le nom de la présidence. Oui, mais ce n'est pas une réunion qui était à son niveau, donc il y va pour faire la communication. Il est d'ailleurs taclé ce matin par la commissaire aux affaires intérieures, Madame Johansson, qui lui dit « mais vous prenez une force d'action aux frontières externes de l'Europe, elle existe déjà, ça s'appelle Frontex ». Donc, on voit bien que tout ça n'est pas crédible, n'est pas sérieux. Les propositions qu'a formulées M. Macron hier soir, il les avait déjà formulées en 2017. Donc, c'est un quinquennat pour rien. Et au terme de ce quinquennat, jamais la France n'aura accueilli autant d'étrangers. Nous franchissons tous les records migratoires. La réalité, elle est là. C'est ça le en même temps. Est-ce qu'un mur, et puis après on arrivera d'un mot sur Schengen, mais est-ce qu'un mur, ça empêche les clandestins de passer ? Nous étions avec Valérie Pécresse à Samos, à la frontière grecque, entre la Turquie et la Grèce. Il y a des murs, il y a des barrières physiques. Ça va empêcher toute arrivée en Europe. Il y a des barrières physiques. Le mur, c'est un concept, c'est dire on protège nos frontières. C'est conceptuel, le mur. Ça veut dire que l'Europe a le droit de se protéger. L'Europe a le droit d'accueillir qui elle veut. Donc, il y a des protections physiques. Les 16 pays européens, vous leur direz que c'est une formule creuse aux 16 pays européens parce que non, mais ça veut dire que c'est nous qui sommes isolés dans cette conception naïve d'une Europe qui est ouverte. Moi, je prône, et nous prônons avec Valérie Pécresse, la protection la plus large, la plus forte, la plus ferme, la moins naïve possible aux frontières externes de l'Europe. S'il faut des murs, il faut des murs à des endroits. Sur les frontières maritimes, il y a des bateaux... L'Union européenne doit financer des murs. Absolument. C'est le débat. Vous serez d'accord avec les 16 pays? Absolument. C'est ce que nous avons vu avec le Premier ministre grec, qui est le seul aujourd'hui à avoir fait à la frontière gréco-turque, à avoir limité les flux. Autrement, tous les flux, les chiffres de 2021 ont considérablement augmenté, notamment en Espagne, en Italie, où il n'y a pas la même fermeté. Un mot, on ne peut pas tout passer au tamis, toutes les propositions d'Emmanuel Macron pour réformer Schengen. Tout le monde voulait réformer Schengen.
Nicolas Sarkozy, François Hollande et le président actuel. Il veut lancer un conseil Schengen pour surveiller plus étroitement les flux de migrants et mettre en place un mécanisme d'urgence, donc concerté en cas de crise. C'est ce que j'évoquais à l'instant, le mécanisme d'urgence. Voilà. Le mécanisme d'urgence, c'est Frontex. C'est ce que lui a dit la commissaire européenne dans une interview ce matin au Figaro. Ça existe déjà, il faudrait que M. Macron s'en rende compte, si ce n'est qu'on avait promis pour Frontex 10 000 recrutements. Pour l'instant, il n'y a eu que 3 000. Donc, qu'il fasse avancer les choses plutôt qu'aller sur d'autres sujets. Quant à faire une nouvelle réunion, nouveau machin, nouveau bidule, comme aurait dit le général de Gaulle, ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, il faut protéger nos frontières externes, je l'ai dit, mais aussi réhabiliter les frontières intérieures. On le fait d'ailleurs depuis la crise sanitaire, on le fait depuis les attentats de Paris. C'est une dérogation aux accords cadres de Schengen. Il faut que ces dérogations deviennent permanentes, que les États puissent contrôler aussi leurs frontières. Alors, deux questions. Moi, je crois aux frontières, c'est important. C'est une notion qui n'est pas désuète. Tout le monde revendique les frontières aujourd'hui. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Oh pas tout le monde. Beaucoup des principaux candidats, si vous êtes d'accord, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Le dernier qui en a beaucoup parlé, c'est Nicolas Sarkozy. C'était sa campagne, vous en rappelez, en 2012. Monsieur Macron et Monsieur Hollande ont eu la position inverse. Vous dénoncez un scandale démocratique dans le fait qu'Emmanuel Macron n'a pas encore déclaré sa candidature. Nicolas Sarkozy l'avait fait aussi très tardivement. On ne se rappelle pas qu'à l'époque, vous défiliez dans la rue en dénonçant un scandale démocratique. Il ne faisait pas campagne. D'abord, c'était dans une situation différente de crise financière. Il ne faisait pas campagne. Il ne faisait pas campagne avec les moyens de l'État. Le meeting de la réunion de Tourcoing hier soir, je dis le meeting, mais c'est quelque part une forme de meeting, même s'il n'y a pas du public dans la salle, c'est de la communication électorale. Le président de la République s'invite à une réunion des ministres, il fait un discours sur l'immigration. C'est un discours de campagne avec les moyens de l'État. Donc il faudra un moment que ça s'arrête. Il est allé dans la Creuse, il est allé à Nice. Pas peur des mots. Il est allé à Nice, je suis bien placé pour le savoir, déposer la première pierre d'un commissariat dont les travaux commenceront pas avant 2 ans et dont le permis de construire n'a toujours pas été déposé. Voilà, donc si ça, c'est pas de la communication ou de la démagogie électorale, où trouve-t-on la communication électorale? Donc il fait campagne. Hier, Mme Pécresse, comme d'autres candidats, ont été auditionnés par le syndicat Alliance. C'est M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui représentait le candidat Macron. Et il est arrivé avec les moyens de l'État. Il est arrivé en tant que ministre de l'Intérieur. Donc il y a un mélange des genres qui est insupportable. Il le justifie par la tension avec l'Ukraine. La nécessité, évidemment, d'être présent sur ce dossier en tant que représentant de l'Europe. Quelle blague. Voilà. Tout ça n'est pas sérieux. Monsieur Macron prend les Français pour des idiots. Voilà. Donc, à un moment, on sait très bien qu'il est candidat. Et c'est pas ça le problème. C'est légitime. Le problème, c'est qu'il fait campagne avec les moyens de l'État. Donc, pourquoi dites-vous une blague ? Dans la Libye qui justifie l'Europe, l'Ukraine, la situation sanitaire, tout ça, ce sont des alibis pour faire campagne avec les moyens de l'État, ce qui est une distorsion dans le libre débat démocratique avec ses concurrents qui n'ont pas les mêmes moyens. Ils ont des comptes de campagne, ils ont un temps de parole qui est réglementé, pas pour le président de la République. C'est extrêmement choquant. Mais juste, l'Ukraine, c'est pas une blague en tant que telle. C'est un dossier qui nécessite effectivement que la diplomatie soit mise en œuvre, y compris au niveau de la présidence de la République, des pays... Bien sûr, mais ça peut être différent. Est-ce qu'il pourrait le faire s'il était candidat ? C'est pas parce qu'il y a l'Ukraine que les moyens de l'État doivent être mobilisés pour un déplacement de M. Macron dans la Creuse, pour parler des déserts médicaux, ou pour financer un déplacement de M. Macron à Nice, avec un meeting avec ses partisans réunis autour de lui. Voilà, donc c'est ça la différence. Il peut parler de l'Ukraine sans utiliser les moyens de l'État pour faire campagne. C'est ça le scandale démocratique que vous dénoncez. Quand Valérie Pécresse réclame le départ de l'ambassadeur du Mali en France et que le porte-parole Gabriel Attal rétorque quelques heures plus tard, il a quitté le pays il y a
2 ans. On joue sur les mots. C'est une bourde. Il y a un chargé d'affaires du Mali en France, c'est ce que nous disions. Ce que nous disions, c'est qu'il faut rompre les relations diplomatiques avec un pays qui nous humilie. 58 soldats français. Chargé d'affaires, c'est pas un ambassadeur. 58. Mais il y a une représentation. Ce que voulait dire Valérie Pécresse, un ambassadeur, il est accrédité. Il y a l'ambassadeur. Le chargé d'affaires, c'est différent. L'ambassadeur français au Mali a été expulsé. Ça veut dire que nous devions avoir une réplique immédiate par rapport à la représentation diplomatique malienne à Paris. C'est ce qui a été dit. Oui, alors vous rattrapez, après on joue sur les mots. Rattrapez comme vous pouvez, mais d'ailleurs Marine Le Pen a fait la même demande que Valérie Pécresse. Il faut immédiatement renvoyer l'ambassadeur du Mali. Là vous savez, c'est l'écume. Hein, voilà, vous parlez de l'écume. Non, mais c'est important parce que... Comme disait Paul Valéry, il y a l'écume et il y a la mer. La mer, c'est quoi? C'est l'humiliation d'un pays qui a perdu 58 soldats au Mali pour combattre l'islamisme et qui aujourd'hui est humilié. La réponse, c'est ça. Et ça veut dire la faiblesse aussi d'un pouvoir qui se laisse humilier. La faiblesse du pouvoir, c'est-à-dire la riposte de Gabriel Attal, vous la trouvez... Ça, c'est dérisoire. Voilà. Dérisoire. Ce qu'il faut, c'est penser à l'enjeu, à nos militaires qui subissent aujourd'hui cette pression, à la France qui subit cette humiliation. Comment on y fait face aujourd'hui sans se laisser humilier comme cela a été fait. Juste vraiment en quelques mots, M6, reportage sur Roubaix, il a beaucoup marqué. Vous témoignez de votre solidarité à l'égard des 2 personnes qui, Absolument. À la suite de ce reportage, sont menacées de mort. J'ai reçu d'ailleurs Amine la Bailly présentatrice et Ophélie Meunier. Voilà ce qui a été démontré. Je le fais depuis des années, je le dénonce. Certains le font avec beaucoup de courage, dans une forme d'indifférence et de lâcheté. Il faut savoir que ce pouvoir, ça aura été celui de l'impuissance, de la lâcheté, d'une forme de soumission, je le dis pour des raisons électorales, face à l'islamisme. On a besoin aujourd'hui de ne plus baisser les yeux, de ne plus baisser le regard, de combattre cette conquête des territoires et des âmes. Vous savez, Tourcoing, le maire de Tourcoing, c'est l'allié de M. Darmanin. Et c'est le signe de cette lâcheté, c'est son territoire. Et il regarde ailleurs. C'est ça la réalité, au-delà des discours. Merci Éric Ciotti. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de témoigner de notre solidarité aussi au nom de, évidemment, toute l'information de TF1 et LCI à l'égard de la présentatrice de M6.